Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RMT Maël. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, dans lequel vous verrez le potentiel d'utilisation des effluents d'élevage. Donc, après l'alimentation, eh bien, à l'autre bout du tube digestif, il y a les effluents d'élevage. Nous allons donc avec Fabrice Belline, de l'INRAE et moi-même, Pascal Levasseur, EFIP Institut du Port, vous parler du potentiel et des limites à l'utilisation des effluents d'élevage pour leur valorisation agronomique et énergétique. Alors, avec deux présentations distinctes à moi-même, sur la partie quantité d'effluents et potentiel énergétique, et Fabrice sur les quantités de nutriments, donc N et P, et leur valorisation agronomique. Alors, très rapidement, c'était présenté avant, la méthode sur les effluents d'élevage. Effectivement, nous sommes partis des unités fonctionnelles. L'exemple qui a été cité, c'était la truie et sa suite. À chaque unité fonctionnelle a été affecté un ratio de production d'effluents avant traitement, un effectif national, un taux de représentativité des CATIP, port conventionnel, bio et label rouge, et ceci pour chaque CATIP et chaque filière d'élevage, avant d'aboutir à la quantité d'effluents bruts produits. Voilà, le résultat, il est le suivant. Alors, en termes de quantité globale, voilà, il était obtenu pour la France 105 000 tonnes d'éjection brute. Et si l'on compare par rapport à des résultats antérieurs, sur l'année 2015, il avait été obtenu 115 000 tonnes dans le projet ELBA. Donc des petites nuances méthodologiques. Et puis il y a eu surtout aussi des baisses des productions animales, parfois importantes sur certaines espèces animales. Alors ce qui veut dire que sur quasiment 100 000 tonnes, le pourcentage, on a à peu près les quantités, la masse de déjection animale la plus représentée en France, ce sont les fumiers de bovins, c'est 60% du total. Les lisiers de bovins, c'est 13% du total. Ensuite, on a les lisiers de porc, c'est 17% du total. Ensuite, là, on a les petits ruminants, les ovins et les caprins, 1,4 et 1,3% du total. Et puis, un peu de fumier porcin. Et le reste, ce sont des fumiers, lisiers et fientes de volaille. Alors, on a au niveau de la nature des déjections animales un effet espèce animale sur leur représentation. Le plus particulier, c'est la filière porcine, où on a 97% d'effluents qui sont produits sous forme de lisier, parce que les animaux sont essentiellement élevés sur caillebotis intégral, et seulement 3% de fumier. Pour les autres espèces animales, on a une domination du fumier, avec la volaille, 55%, mais on a une représentation qui n'est pas négligeable en fiente et en lisier. Et puis les ruminants, c'est encore supérieur, les bovins, les gros bovins, c'est 80% de fumier, et les petits ruminants, exclusivement du fumier. Ce qui fait qu'on a 2 tiers de fumier en France et un petit tiers de lisier. Autre particularité des déjections animales, c'est leur répartition spatiale. Je ne vais pas les présenter pour chacune des espèces animales, mais un peu de chauvinisme, étant donné que je suis à l'IFIP, les porcs, c'est bien connu, c'est essentiellement dans le Grand Ouest et la Bretagne en particulier, et même je dirais 2 départements en particulier, les Côtes-d'Armor et le Finistère. Alors, dans le cadre de ce projet, il a été déterminé les quantités d'énergie produites via la méthanisation avec ces déjections animales. D'une part, un potentiel total énergétique sous forme de biogaz. Pour ça, nous sommes partis des effluents bruts auxquels ont été affectés des ratios de production de méthane. Et d'autre part, il a été déterminé le devenir de ces déjections animales et notamment la voie de la méthanisation. Les résultats qui ont été obtenus sont les suivants. Vous avez ici un histogramme où sont représentés le potentiel énergétique si l'on méthanisait l'intégralité des effluents d'élevage, avec des différences très importantes entre les espèces. Le porc, les volailles, une production qui est
pas très importante. Les petits ruminants également, relativement donc aux bovins. Donc on a vu tout à l'heure, donc les bovins, c'est 60% du tonnage des déjections animales, essentiellement sous forme de fumier. Ce qui fait que là, au total, si on cumule l'ensemble des déjections animales, on a un potentiel énergétique de 35 TWh et dont 5 TWh donc attribuables donc à la partie paille. Alors, la paille est indissociable du fumier, mais c'était pour montrer là donc la contribution des déjections animales strictes et l'apport de paille donc pour la litière des animaux. Alors, si l'on compare la consommation d'énergie directe des élevages, en 2022, on est sur 12 TWh. Ça signifie qu'on a un potentiel d'autonomie énergétique pour les élevages en France si on méthanisait donc l'intégralité des déjections animales. Actuellement, nous sommes à 0,7 TWh de production d'énergie sous forme de méthane, soit 6% des consommations d'énergie directe. Donc, pour atteindre davantage d'autonomie énergétique, il y a eu un certain nombre de scénarios prospectifs qui ont été faits donc, à l'horizon 2050. Donc, ils sont représentés, donc, un certain nombre d'entre eux ici. Donc, un bâtonnet, c'est la production en térawattheure pour un scénario donné, avec donc, une multitude d'intrants. La méthanisation, donc, le plus souvent, c'est de la codigestion, mais plusieurs intrants. Vous avez donc en orange, ici, la contribution des déjections animales. Alors, j'ai entouré celui-ci en particulier, donc, parce que là, c'est le scénario tendanciel de l'ADEME dans l'étude Transition 2050, où là, donc, ils sont partis en 2050 sur 27 TWh de contribution des déjections animales, donc à la production énergétique. Mais si on regarde l'ensemble des études, on est entre 8 et 29 TWh, ce qui fait qu'on est bien au-delà de l'autonomie énergétique. Voilà. Donc, en commentaire de ce que je viens de dire précédemment, donc, se pose la question évidemment de la faisabilité technico-économique. Il existe différents types de méthanisation qui permettent de méthaniser donc, les effluents d'élevage, soit seuls, soit donc en codigestion. Donc on va jusqu'à la simple couverture de la fosse, jusqu'à de la méthanisation collective. Donc il y a eu un certain nombre de documents qui ont été faits en ce sens, qui montrent cette faisabilité technico-économique. Il y a des enjeux sur l'autonomie énergétique, j'en ai parlé, mais également sur la baisse des émissions directes de gaz à effet de serre. Il vaut mieux capter les émissions de méthane pour donc, les brûler et en faire de l'énergie. Il y a un aspect également concernant la part énergétique des effluents d'élevage dans la méthanisation. Actuellement, on est à peu près sur entre 30 et 40% de part contributive des déjections animales à la production d'énergie, donc sous forme de biogaz. Donc le restant, ce sont des biomasses végétales, c'est des déchets qui proviennent de l'extérieur. Dans les scénarios prospectifs, on est plutôt à une baisse tendancielle de cette part contributive. Voilà, bon, j'en cite qu'un. Donc dans le scénario tendanciel, 27% donc, de contribution des déjections animales au pool énergétique global de la méthanisation, ce qui veut dire que ça veut dire qu'on fait appel à un don cadre. D'abord, il y a un taux de mobilisation beaucoup plus important, mais c'est aussi on fait appel à beaucoup d'autres substrats comme de la biomasse végétale, comme les cifres par exemple, dans la méthanisation. Autre point de réflexion, c'est donc on observe depuis un certain temps une diminution des productions animales. Donc ça pose question donc sur la disponibilité en fertilisants organiques et ce potentiel énergétique de demain. Voilà. Merci Pascal. Donc dans la continuité de Pascal, moi je vais vous parler des estimations de quantité de nutriments issus des effluents, azote, phosphore et de leur potentiel agronomique. Alors je ne vais pas être très original, j'ai fait en 3 parties, méthodo, résultats et puis quelques éléments de discussion. Alors je teste si ça marche bien, ça marche. Et encore pas très original, je vais commencer par la méthodo. Rapidement, donc on en a vu quand même pas mal de choses, je ne veux pas vous assommer avec ces aspects méthodologiques. On retient qu'on est parti sur des calculs à l'échelle de cas types et ensuite on a agrégé les résultats. Donc moi je vais vous présenter ce qu'on fait pour un cas type, pour l'azote particulièrement pour l'instant. Et donc du coup, les références techniques vont nous permettre de calculer l'azote qui est excrété au bâtiment.
qu'on appelle aussi azote maîtrisable, et l'azote qui est excrété à la pâture ou au parcours, qu'on appelle azote non maîtrisable. Alors, pour ce qui concerne ce qui est excrété au bâtiment, on va ensuite considérer les émissions gazeuses au bâtiment, stockage et traitement, et ça, ce sera précisé en termes de flux et de forme juste après, mais ça va nous permettre de calculer l'azote épandable. Et de la même façon, on va prendre les émissions gazeuses les émissions d'ammoniac qui ont lieu pendant et juste après l'épandage, qui va nous permettre de calculer l'azote valorisé par épandage, donc qui revient vraiment jusqu'au sol. Et de la même façon, pour l'azote non maîtrisable, on va calculer les émissions d'ammoniac juste après l'excrétion, et voilà, et on va donc calculer l'azote valorisé à la pâture. Pour le phosphore, on n'a pas forcément toutes les références techniques pour tous les cas types, et puis on a moins de problématiques de perte. Donc en fait, on est parti sur l'estimation des flux de matière brute tels que Pascal les a exposés, qu'on a multiplié par des compositions d'effluents issus de références techniques, ce qui a permis de calculer le phosphore valorisé par épandage et le phosphore valorisé par la pâture. Ensuite, pour l'estimation des surfaces épandables, donc pour l'azote, on est parti sur la référence directive nitrate, donc un taux d'épandage de 170 kg d'azote par hectare et par an, alors que pour le phosphore, on est parti sur une référence plutôt agronomique avec une estimation des besoins surfaciques égale à l'exportation des cultures, et on obtient donc un taux d'épandage de 33 kg de PDO5 par hectare et par an. On a appliqué un coefficient correcteur pour prendre en compte les zones de restriction, ce qui nous a permis de calculer pour chacun de ces nutriments les surfaces nécessaires. Donc, après ces présentations méthodologiques, je vous présente rapidement les principaux résultats. Et pour l'azote, vous voyez que l'azote excrété par les animaux en France en 2022 a été estimé à peu près à 1800 kilotonnes par an, donc sous deux formes, donc une forme un peu plus de 1000 kilotonnes par an sous forme maîtrisable, et puis un peu plus de 700 kilotonnes par an sous forme non maîtrisable. Donc dans les deux cas, on voit que le champion est toujours l'espèce bovine, de loin. Et pour ce qui est de l'azote maîtrisable, on va retrouver ensuite les porcs, les volailles, et puis ovins caprins. Et puis ce qui est non maîtrisable, donc pâturage ou parcours, on va retrouver principalement derrière les ovins. Donc cet azote, il va subir, comme je vous l'ai montré dans la méthodologie, des pertes sous forme d'émissions gazeuses au bâtiment, parcours, pâturage, stockage. Et donc ces pertes, elles sont représentées en blanc, ici, sur le graphique, en pourcentage de l'azote excrété, donc pour les différentes espèces, porcs, poules pondeuses, volailles de chair, bovins, ovins, caprins. Et donc, si on agrège ces données, on voit que sur l'azote maîtrisé, on a à peu près 50% de l'azote excrété au bâtiment qui va être perdu, ce qui veut dire qu'on va conserver 50% de l'azote, comme c'est écrit ici. Pour ce qui est émis au pâturage, on a à peu près un peu moins de 10% de perte, donc ce qui veut dire qu'on va avoir à peu près 90%, 91% de l'azote qui est conservé. Et donc quand on pondère par rapport aux quantités excrétées, finalement on a un calcul qui nous montre qu'on a à peu près 67% de l'azote qui est conservé jusqu'au sol, soit environ 1200 kilotonnes par an. Pour le phosphore, donc on a une estimation des quantités excrétées de l'ordre de 470 kilotonnes de P2O5 par an, et on retrouve encore une fois, mais c'est vraiment en lien aussi avec les effectifs et puis les excrétions qui vont derrière. Donc on retrouve le bovin, puis ensuite les porcs avec à peu près 10%, les volailles et puis les ovins. Ça permet de calculer ces chiffres, ont permis de calculer les surfaces avec les méthodologies que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc on retrouve une surface nécessaire pour valoriser ces 1200 kilotonnes d'azote qui retournent au sol, estimée à 10 millions d'hectares, ce qui représente à peu près 37% de la SAU française, ou si on ramène à la SAU nécessaire pour produire l'alimentation animale, on est à 62%. Si on calcule sur la base phosphore, on est beaucoup plus élevé significativement, puisqu'on est à peu près à 19 millions d'hectares, sachant que ce chiffre plus élevé, il est lié à deux faits. Le fait qu'on n'a pas pris tout à fait la même méthodologie, puisqu'il y en a, on a une référence plutôt réglementaire et l'autre plutôt agronomique, mais aussi du fait qu'on a beaucoup moins de pertes sur le phosphore en amont de l'épandage.
Et si on replace ces chiffres dans la fertilisation globale des sols en France, pour les apports maîtrisés, donc du coup sur la partie azote, ces effluents, ils représentent ce qui rejoint un petit peu les chiffres qu'Élise a présentés tout à l'heure. Sur la partie azote, on a 40% de l'azote qui retourne au sol, qui fertilise les sols, qui vient des effluents d'élevage. Le premier poste étant pour les engrais minéraux de 50%, et on a à peu près 10% qui vient de la fertilisation, de la fixation symbiotique. Pour le phosphore, on a la part majoritaire qui vient des effluents d'élevage avec 63% et un peu moins de 40% qui vient des engrais minéraux. Donc pour finir, je vous apporte quelques éléments de discussion, peut-être pour un peu ouvrir le débat au-delà de ces chiffres un peu bruts. Donc des premiers éléments de discussion sur ces effluents d'élevage, à savoir qu'il y a des contraintes d'usage liées à des produits qui ne sont pas toujours maîtrisables, comme leur nom l'indique, des produits qui sont aussi très dilués, beaucoup plus dilués que des effluents, que des engrais minéraux, des produits qui sont hétérogènes et un azote relativement volatile, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, du coup, on voit qu'on a des utilisations qui sont très hétérogènes selon les cultures. Alors ça, c'est des chiffres qui datent de 2010, donc qui nécessiteraient d'être mis à jour, mais qui, dans les grandes lignes, je pense, sont toujours cohérents. Et en orange, vous avez les quantités d'effluents, d'azote apportées par les effluents, et en bleu, les quantités d'azote apportées par les engrais minéraux sur les différents types de cultures. Et rapidement, ce qu'on voit, c'est que les effluents d'élevage, ils sont principalement utilisés sur prairies, évidemment en lien avec le pâturage, mais pas que, parce qu'il y a une partie des effluents qui sont aussi épandus sur prairies. Et la deuxième culture qu'on va retrouver, grande utilisatrice d'effluents, c'est le maïs fourrage. Et le maïs fourrage, pourquoi? Parce que c'est une culture d'été, donc on a des accès faciles au sol agricole, aux surfaces agricoles à cette époque-là, même avec des produits relativement dilués. C'est aussi parce que c'est une culture qui supporte bien, qui valorise bien l'azote, pardon, et qui supporte bien d'éventuelles surdoses, contrairement au blé. Donc on voit que c'est quand même des utilisations très hétérogènes selon les cultures. Et puis, on a aussi une répartition géographique qui est très hétérogène, en lien avec la quantité d'élevage de chaque région, évidemment, et on retrouve la Bretagne d'un côté et l'Île-de-France de l'autre côté, avec des quantités d'azote épandues issues des effluents d'élevage par surface, par unité de surface, qui fait un bouillon où on retrouve un facteur 20 entre les deux. Donc, pour finir, ces contraintes d'usage et cette répartition géographique, elle n'est pas sans poser quelques problèmes environnementaux que l'on connaît tous relativement bien. Et finalement, il y a un levier qui est assez consensuel, un levier agroécologique assez consensuel pour essayer de pallier à ces problèmes environnementaux, qui est le recouplage culture-élevage. Et en fait, la mise en œuvre de ce recouplage, finalement, elle montre des dissensus sur les façons de la mettre en œuvre. Et donc, on retrouve deux voies principales. Donc, une voie que j'appelle land sharing, donc qui est plutôt partage des terres, où on va aller vers une déspécialisation des territoires, une relocalisation de l'élevage et des flux, et plutôt une extensification de l'élevage pour refaire cette connexion. Et une autre voie, une autre vision de l'avenir, qui est plutôt land spreading, donc économie des terres, qui vise à poursuivre un peu la spécialisation des territoires et l'industrialisation, ainsi que l'intensification de l'élevage, et qui mise finalement sur le traitement et le transport des effluents vers les cultures pour reconnecter cet élevage et cette culture, enfin élevage et culture. Voilà, je vais laisser Pascal conclure. Donc voilà pour petit récapitulatif concernant donc les messages clés de ces présentations. Donc des quantités d'effluents issus des bovins donc largement majoritaires par rapport aux autres productions animales, tant en termes de masse brute que de flux d'azote et de phosphore, et majoritairement sous forme de fumier par rapport donc au flux de lisier. Une efficience amont de l'azote au pâturage supérieure du fait des pertes gazeuses moindres. Des flux équivalents d'azote maîtrisable et non maîtrisable retournant au sol. On a vu qu'également il y avait des potentiels énergétiques et agronomiques importants, mais des pertes associées conséquentes sous forme d'émissions gazeuses, avec notamment donc, des enjeux sur les taux de mobilisation donc, à venir en méthanisation. Donc 2050, c'est dans 25 ans, ça arrive vite. Et des substrats à l'origine d'impacts environnementaux majeurs, donc les fuites de nitrates, les émissions d'ammoniac et de gaz à effet de serre, nécessitant des évolutions. Merci.